Poker Tov à nouveau, il est 8h37 sur studioqualita.com. C'est l'heure de la revue de la presse, des médias et des sites d'information israéliens de ce matin. Une revue de la presse que nous allons commencer par la manchette du Haaretz. Une manchette intéressante. Le directeur du Waqf, le gardien des lieux saints musulmans, déclare au quotidien de gauche qu'il est prêt à autoriser à nouveau les visites de juifs sur le mont du Temple, juifs d'Israéliens sur le mont du Temple, telles qu'elles se déroulaient, ces visites sur place, jusqu'au déclenchement de la seconde intifada en septembre 2000. Le directeur du Waqf a toutefois déclaré que, je cite, les juifs ne seront pas autorisés à prier sur place. Il a également affirmé qu'il n'avait rien contre les juifs, mais plutôt, a-t-il dit, contre les extrémistes. Fin de citation. Tous les quotidiens israéliens annoncent ce matin la fin de la grève de la faim des détenus palestiniens après 40 jours de grève suivis par quelques centaines de détenus. L'administration pénitentiaire a annoncé qu'elle avait décidé d'accorder aux détenus 2 visites familiales par mois au lieu d'une seule, mais que c'était là la seule et unique concession qu'elle avait faite, repoussant formellement toutes les autres revendications des grévistes, qui étaient entre autres plus de chaînes de télévision, plus de communication téléphonique, etc. Donc toutes ces revendications ont été repoussées. Du côté israélien, on affirme que ce sont les prisonniers palestiniens qui ont tenu à mettre un terme à leur mouvement avec le début du Ramadan, et même qu'il n'y a pas eu la moindre négociation avec eux. Et les commentateurs israéliens soulignent ce matin que ce mouvement initié par Marwan Barghouti s'est terminé donc en queue de poisson et n'aura certainement pas contribué à redorer le blason du terroriste qui, je vous le rappelle, purge une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat de 5 Israéliens durant la seconde intifada. Marwan Barghouti qui brigue, on le sait également, la succession de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne, ou au moins à la tête du Fatah. Pour le site NRG de ce matin, pas de doute possible, cette grève de la faim a été un échec et le site détaille chronologiquement les motifs de cet échec. Pour le Haaretz, donc, cette fin de la grève de la faim permet aux forces de sécurité israéliennes de pousser un ouf de soulagement. Le Israël Hayom cite en titre Donald Trump qui a affirmé durant le week-end que Binyamin Netanyahou lui avait promis qu'il était prêt à faire la paix. Netanyahou est un ami et je sais qu'il pense ce qu'il m'a dit, a dit Donald Trump, qui a précisé également que même Mahmoud Abbas lui avait dit qu'il était prêt à faire la paix et qu'il le croyait à lui aussi. Donc tout le monde est heureux. Les observateurs font remarquer ce matin dans la presse et les médias israéliens que Donald Trump n'a pas rencontré en Europe le même succès que lors de ses visites la semaine dernière à Riyad et à Jérusalem. Selon le Israël Hayom, l'émissaire spécial du président américain au Proche-Orient, Jason Greenblatt, envisage de demander à nouveau à Israël de faire un geste, voire même plusieurs gestes de bonne volonté en direction des Palestiniens. Les journaux et sites d'information mentionnent la manifestation organisée hier par la gauche israélienne sur la place Rabin à l'occasion de ce qu'elle a appelé les 50 années d'occupation dans les territoires. Selon le Israël Hayom et le Haaretz ce matin, environ 15 000 personnes ont participé à ce rassemblement au cours duquel un message du raïs palestinien Mahmoud Abbas a été diffusé. Dans ce message, Abbas appelle les Israéliens, je cite, à accepter de faire la paix des braves, une formule récurrente lorsqu'il s'adresse à la gauche israélienne. Tous les quotidiens reviennent ce matin sur le terrible attentat de vendredi en Égypte contre des membres de la communauté copte. 29 personnes, pour la plupart des enfants, ont été tuées lors d'une embuscade tendue par des terroristes de Daesh contre leur autobus au sud du Caire, bien au sud du Caire. Et les journaux soulignent que la riposte égyptienne n'a pas tardé. L'armée de l'air égyptienne a effectué des raids contre des positions de Daesh en Libye. Le général Assisi, le président égyptien, a affirmé que les raids contre Daesh allaient se poursuivre. Reshet Bet, la chaîne d'information du nouveau consortium médiatique, révèle ce matin dans son journal de 7 heures que le nouveau ministre des télécommunications israélien sera l'actuel ministre sans portefeuille Ayub Kara, qui est le représentant de la communauté druze au sein du gouvernement de Binyamin Netanyahou. Yoav Krakowski, le spécialiste politique de la chaîne, a expliqué ce matin que Binyamin Netanyahou souhaitait à ce poste délicat un fidèle parmi les fidèles, prêt à mener sa politique et à prendre des décisions même peu populaires. Ayub Kara aurait donc accepté de se retrouver à ce poste en sachant qu'il sera sous les ordres directs du Premier ministre. Le Shin Bet israélien travaille, on le sait, dans la plus totale discrétion. Pourtant, les services intérieurs israéliens ont décidé, après la visite de Donald Trump en Israël, de rompre légèrement avec cette discrétion en diffusant un film d'1 minute 20 montrant l'importance du dispositif que le Shin Bet a déployé avant et pendant la visite du président américain. Un film particulièrement impressionnant.
Les journaux annoncent ce matin que le ministre de l'Intérieur et leader du parti chasse Aryeh Deri va retrouver aujourd'hui les bureaux des enquêteurs de la police, plus de 25 ans après l'affaire de corruption qui lui avait coûté une peine de 3 ans de réclusion dans une prison israélienne. Cette fois, Aryeh Deri serait soupçonné de malversation immobilière dans le village de Safsoufa, dans lequel Aryeh Deri dispose d'une splendide villa qu'il aurait construite avec de l'argent récupéré au noir, dit-on. Les Norvégiens, eux, ne sont pas contents et comme nous l'explique le site Ynet, le motif de leur très vive colère, eh bien, c'est l'autorité palestinienne qui a décidé de donner le nom d'une terroriste au nouveau centre pour femmes qu'ils ont créé dans la localité de Boukra en Judée-Samarie. La terroriste est la tristement célèbre Dalal Mughrabi, responsable de l'un des plus terribles attentats de l'histoire de l'État d'Israël, l'attentat contre l'autobus sur la route du littoral, c'était en 1978, un attentat qui avait coûté la vie à 35 Israéliens. Le chef de la diplomatie norvégienne, Børge Brende, a hier vivement condamné cet acte, en tout cas donc cette décision là, des Palestiniens de donner le nom de cette terroriste à ce centre pour femmes. Il a immédiatement demandé que le logo du ministère norvégien des Affaires étrangères soit retiré de ce centre et surtout que les Palestiniens restituent l'intégralité des sommes que la Norvège a versées pour la construction de ce centre. Le ministère israélien des Affaires étrangères s'est félicité de cette décision norvégienne. La Norvège a pris la bonne décision. Nous suggérons à la communauté européenne de bien vérifier l'usage que l'autorité palestinienne fait de leur contribution financière, déclare-t-on au ministère israélien des Affaires étrangères. Le Times of Israel, dans sa version en français, nous relate ce matin, photo à la pluie, l'histoire du dernier des shtetl, celui de Berchad, en Ukraine. Un shtetl qui a survécu aux affres de l'occupation nazie, puis de l'occupation soviétique. Aujourd'hui, la communauté juive locale ne compte que 50 membres, mais elle est très fière d'avoir conservé sa splendide synagogue d'argile construite il y a plus de 200 ans. Le Yediot Aharonot, lui, nous relate ce matin, en page 12, une histoire émouvante liée à la Shoah. Ivry Lider est l'un des chanteurs israéliens les plus connus à la veille du Yom HaShoah. Le Yediot Aharonot a publié l'histoire de sa mère, Dalia, qui, enfant, avait été dissimulée dans un sac et avait pu ainsi sortir vivante du ghetto de Varsovie pendant la Shoah. Ensuite, Dalia avait été cachée par une femme polonaise. À la fin de la guerre, elle avait été adoptée par une famille chrétienne de Pietroków, la ville dont le grand rabbin Israël Meirlo est originaire. Finalement, sa mère a survécu et a réussi à la retrouver. Elles ont ensuite toutes les deux vécu, la mère et la fille, vécu à Lublin, puis en Argentine avant de monter en Israël et d'y fonder un foyer dans lequel donc est né Ivry Lider. Pendant 43 ans. Celui-ci pensait donc que toute sa famille avait été exterminée pendant la Shoah. Mais au lendemain de la publication de l'article sur l'histoire de sa mère, Ivry Lider a reçu un mail émouvant. « Cher Ivry, nous ne nous connaissons pas. Mon nom est Robbie Kornblit. Je suis né à Tel Aviv et mon père s'appelait Lipa Léon Kornblit. Né à Lublin en 1911, notre famille a été décimée pendant la Shoah, mais je sais que mon père avait un frère à Varsovie qui a donné naissance à une petite fille qui s'appelait Dalia. Nous savions dans la famille que Dalia et sa mère avaient réussi à survivre après la Shoah et qu'elles étaient parties en Argentine, mais nous avions perdu leurs traces. Je pense que Dalia, ta mère, est donc ma cousine germaine. Il faudrait que nous puissions nous rencontrer. » La rencontre émouvante entre Dalia, son cousin Rolly et Ivry Lider a eu lieu très vite à Tel Aviv. Et Ivry Lider a invité Rolly et sa famille au grand complet au concert qu'il a donné jeudi dernier dans l'amphithéâtre de Césarée devant des milliers de personnes. À la surprise donc générale du public, Ivry Lider a raconté l'histoire donc de sa mère et a présenté sa nouvelle famille. Il n'a pas caché son émotion. Au passage, il a remercié le Yediot Aharonot qui a ainsi permis de réunir les deux parties de sa famille. Revenons au Times of Israel avec une information scientifique. Des savants israéliens annoncent la découverte d'un nouveau traitement pour les malades souffrant d'Alzheimer et de Parkinson. Les chercheurs de l'université de Ben Gurion, de l'université du Negev, ont en effet découvert un médicament qui permettrait de prolonger les fonctions cérébrales de ces malades et par là même prolonger leur espérance de vie. On le sait, Israël n'a qu'un seul petit défaut, si l'on peut dire.
elle n'a pas de littoral, elle n'a pas de mer. Et bien apparemment, même cette lacune est en passe d'être réparée, au moins en partie. C'est en effet très prochainement que sera inauguré dans le Zoo biblique international à Jérusalem un immense aquarium qui abritera de nombreux poissons, dont des requins. On pourra pénétrer dans cet aquarium par un tunnel de verre semblable à celui d'Elat. Avant que les requins n'arrivent, le maire de la capitale, Nir Barkat, a décidé de plonger dans l'aquarium pour inviter ainsi tous les habitants de la capitale, et on peut dire tous les Israéliens, à venir visiter cette nouvelle attraction dans la capitale israélienne. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Je vous retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec notre invité de la rédaction, ou en plus exactement notre éditorialiste de ce matin. Il s'agira d'Ilanit Korchia, qui est la directrice de la Chavaya israélite au sein de l'agence juive. Ce sera dans quelques instants après une page musicale.